Aujourd'hui, c'est encore chaotique à un point tel que ça ne semble pas réel. Les nuits sont toujours plus entrecoupées, il fait chaud et quelque chose brûle dans l'air. On va parler de manière absolument random par rapport à cette chaîne, et ce fut pourtant un grand kiff des Nuits Blanches de Dostoïevski. Je vais commencer par dire que j'ai bien vu les commentaires sur la mauvaise qualité du son ces derniers temps. Je pense que c'est une question de micro, je vais le changer bientôt. Néanmoins, là, j'ai failli tourner à l'iPhone, j'arrive à pouvoir récupérer mon appareil. J'espère que la proximité avec le micro, soit le micro grillé, soit le micro de la caméra, va un peu nous aider à faire mieux. Et on fera mieux la prochaine fois. Normalement, j'en ai un qui arrive dans quelques jours par le bon coin. Voilà. Mais c'était déjà un micro depuis quelques temps, donc je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas et j'en suis bien désolée. Et puis moi, je suis de trop mauvaises oreilles pour l'entendre. Dans le chaos des derniers jours, en plus qu'il s'est ajouté à cette mauvaise écoute, il était d'autant plus dur de se poser, de se concentrer que ce qui devait être un mini week-end en Touraine n'a pas pu être suivi d'un retour à Bordeaux, mais nous a entraînés en Dordogne, c'est-à-dire loin des fumées des incendies pour protéger nos petits poumons et surtout les tout petits poumons de baby. On espère que ça va aller mieux évidemment sur place. Est-ce que je dois dire que le Porche est mes endroits préférés au monde, même si je n'y vais pas forcément tant que ça. On est dévasté vraiment de ce qui se passe et en empathie, pas seulement avec le sud-ouest bien sûr, d'où je suis originaire et où je suis, c'est une inquiétude individuelle et collective absolument terrible, comme ça, qui s'abat. À aucune transition, je sais pas quoi en dire, en dehors de l'horrible sentiment de on le savait, ça se passe. Et ça se passe et ça fait encore plus mal que ce qu'on avait prévu. Les Nuits Blanches. J'ai lu du Dostoïevski quand j'étais globalement ado, jeune adulte, mais assez peu, pas les frères Karamazov. J'avais dû lire l'Idiot, j'en ai aucun souvenir. J'ai pas beaucoup lu les Russes, quoi. En quelque sorte ce qu'on appelle les grands romans russes. C'est comme les grands romans britanniques, c'est pas trop mon truc. Et même sur mon moment 19e classique français, j'ai sur les grandes sagas type Balzac Zola, je lis pas mal, mais c'est pas mon immense kiff de base. Et pourtant, donc, complètement par hasard et par manque de livres sur cette espèce de moment de refuge climatique en Dordogne, j'ai piqué celui-ci dans la bibliothèque de ma mère. On est en édition Babel, collection livres de poche, et c'est l'illustration, c'est La fille du boyard de Vassili Ivanovitch, et c'est Zourikov, pardon. C'est un détail de ce tableau qui est pas mal. Voilà, et on est sur un livre qui a été offert pour l'achat de 2 Babel. C'est un roman de 1848, je pense que je prononce mal le nom de Dostoïevski, et certainement, je ne parle absolument pas russe, et là on est dans une traduction de Andrei Markovitch, qui est bien connu, et un très grand traducteur. Je laisse absolument de côté toute question traductologique, puisque je suis absolument inepte pour ces questions. J'ai adoré, alors je l'ai choisi parce que je me suis dit, tiens, quand même, je suis moi, hein. Il serait temps d'y aller. Oui, 48, entre le sapin et le mariage, et Netochka Gazanova de 48-49, dans la chronologie de The Simplet. Roman sentimental, extrait des souvenirs d'un rêveur. Fedor Dostoïevski. C'est formidable. C'est un livre qui m'a énormément plu. Tout petit, je vais peut-être en lire quelques extraits, mais notamment pour l'indécidibilité de son absolu, on va en parler. Et globalement, donc ça m'a beaucoup fait rire. J'ai eu des moments d'émotion, de sentimentalisme en sorte, mais globalement ça m'a beaucoup fait rire, donc j'ai peut-être pas eu la lecture qui était prévue, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'un peu, pas forcément moqueur, ni narquois, mais de potentiellement ironique. Alors voilà, est-ce que c'est l'ironie à la Flaubert? Je pense pas. Est-ce que c'est l'ironie romantique du Witz? Je pense pas non plus. Mais de quelque chose d'un peu instable, que peut-on y croire ou pas,
Et finalement, est-ce que ça changerait quelque chose que d'y croire ou d'y croire pas? On va comprendre. Les Nuits Blanches, c'est un titre qui est plutôt thématique, mais qui pourrait presque être thématique. Je rappelle, le titre thématique, c'est qu'il va parler de quelque chose qui est à l'intérieur du livre. Le titre thématique, c'est celui qui va annoncer le genre, la catégorie littéraire à laquelle appartient le livre, portrait de vie, de poèmes, sonnets, etc. Donc Nuit Blanche, les Nuits Blanches en soi, c'est thématique. Néanmoins, le découpage en nuit, donc c'est un découpage thématico-temporel, finalement amène quelque chose d'aussi peut-être un peu rématique, en tout cas qui va s'ouvrir, à mon avis, comme une possibilité générique. Les Nuits Blanches, c'est en soi un oxymore. Je ne vais pas chercher je n'ai pas du tout le temps en sortir de voiture en fait. C'est le dernier moment pour tourner. C'est aussi une expression. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est pour le récent, on parle uniquement de la traduction, mais ça m'a l'air d'être une traduction scientifique. J'ai du mal, j'ai pas assez droite pour le cadre. Là. Très rapproché pour le micro. C'est quelque chose, enfin dans l'expression lexicalisée déjà, qui est assez oxymorique, puisque dans les nuits, il fait plutôt nuit noire. Donc la nuit blanche, c'est la nuit où on ne va pas dormir, où on ne va pas fermer l'œil globalement, mais c'est aussi peut-être quelque chose marqué du sceau d'une contradiction, d'une impossibilité, voire la frénésie de l'insomnie. Quelque chose de cet ordre-là, ou en tout cas d'une nuit qui n'est pas exactement à sa place. Ce sous-titre très intéressant, roman sentimental, complètement générique, thématique, hein, extrait des souvenirs d'un rêveur, nous donne l'impression de ne pas avoir accès à un texte, mais à une dimension fragmentaire des faits qui vont être relatés. On va avoir quelque chose qui peut s'apparenter à une forme d'autobiographie, donc c'est ces souvenirs d'un rêveur. On a quelque chose de très étonnant avec l'article défini qui nous place dans le référentiel de la subjectivité du rêveur, mais en même temps ce rêveur part d'un rêveur, pour être n'importe lequel, et d'ailleurs être littéralement indéfini, puisqu'on ne va pas le connaître, il va rester anonyme, et donc il va avoir juste quelques caractéristiques qui vont permettre de le typifier, de l'élaborer en un type suffisamment peu accusé et peu caricatural pour qu'on s'y identifie. Donc ça va être un embrayeur à subjectivité pour le lecteur, peut-être la lectrice. Et là on a donc que des choses qui vont ou qui ne vont pas ensemble. Roman sentimental, on est du côté de la fiction. Les Nuits Blanches, c'était au moins pas irréaliste. Wow. Quoique potentiellement contradictoire, mais les extraits, donc hop, on a un absolu qu'on ne va pas avoir, une intégralité impossible, ou en tout cas inatteignable pour les lecteurs, des souvenirs, donc là, les souvenirs eux-mêmes vont amener un état second, si on peut dire, c'est-à-dire une dérivation littéraire d'un rêveur. Donc finalement, ce rêveur est-il un rêveur éveillé, lucide? Est-il un rêveur onirique? On ne va pas le savoir. Et donc là, va commencer à se nicher une instabilité qui finalement va ramener donc l'extrait des souvenirs d'un rêveur, c'est-à-dire les souvenirs pourraient être réalistes. Mais les souvenirs de rêve, c'est quoi? Est-ce que c'est le papillon qui rêve du vieil homme et qu'il a... Est-ce que c'est le vieillard qui lui rêve qu'il est un papillon? Ou est-ce que c'est un papillon qui rêve qu'il a vécu une vie de vieillard? Quelle est la réalité du rêveur? À quel moment le rêveur se réveille-t-il? Et quel moment rêve-t-il? Qu'est-ce qui va être de l'ordre d'une fiction? Et donc si on a des souvenirs d'un rêveur, on a les souvenirs d'un rêve. Se réveille-t-il éveillé de l'ordre d'une ambition ou est-il plus lointain? Et ces extraits sont-ils fiables? Donc qu'est-ce que ça peut avoir de fiable que des extraits de souvenirs d'un rêveur? Et puis je vais oublier, mais je suis obligée de regarder ça, puisqu'en fait Baby ne dort pas, puisque je dors à la... Enfin, je tourne à la place où sera le lit de Baby, donc je m'accélère. Donc là en fait on va avoir, dans ce sous-titre, rien ne fonctionne de manière fiable, mais rien ne dit non plus que ce n'est pas fiable. Tout part dans tous les sens à ce niveau-là. On ne peut pas savoir, on ne peut pas dire qu'il est ceci ou cela. En tout cas, ce que l'on va avoir, c'est d'emblée un texte placé sous le sceau du sentiment, de l'inachèvement et de l'onirisme, et éventuellement d'une nostalgie par ses souvenirs. Épigraphe. Ou bien n'est-il venu au monde que pour rester près de ton cœur, le temps d'un souffle, une seconde? Ivan Turgenev. On reste en littérature russe,
Je suis vraiment pas... J'ai bien compris par Léna d'André Markovitz qu'il s'agit d'un texte qui est palimpsestique, qui fait référence à beaucoup d'autres textes, et notamment à ceux de Pouchkine. J'y connais rien, je vois pas moi les références, donc je le crois sans peine. Et c'est pas une lecture que je peux développer, elle me paraît absolument passionnante, et ça ne pourra pas être la mienne, en tout cas elle est là. Et donc là, du point de vue de l'intertexte, je ne le décode pas. En tout cas, ce que l'on peut avoir, c'est ce « il ». Ou bien n'est-il venu au monde que pour rester près de ton cœur? On sait qui parle, mais le délocuté, c'est-à-dire la personne dont on parle, est un « il » qui va s'adresser à un « tu » près de ton cœur, avec cette espèce d'idée d'une vocation entièrement sentimentale, d'une vie pour le temps d'un souffle, une seconde, un temps peut-être pas infinitésimal, mais extrêmement succinct, surtout au regard d'une vie. Donc il va y avoir une espèce de disproportion qui s'explique par la sentimentalité, et c'est peut-être là qu'il y a une forme d'absolu dans le fait de tout donner pour si peu, et que ceci peu soit absolument tout. Nuit première. C'était une nuit de conte, amis lecteurs. Une de ces nuits qui ne peuvent guère survenir que dans notre jeunesse. Le ciel était si étoilé, le ciel était si clair, que lorsque vous leviez les yeux vers lui, vous ne pouviez, sans même le vouloir, que vous demander: est-il possible que, sous un ciel pareil, vivent toutes sortes de gens méchants et capricieux? Cela aussi, c'est une question bien jeune, ami lecteur, mais puisse Dieu vous l'inspirer le plus souvent possible. Parlant de messieurs méchants et capricieux, je ne pouvais pas ne pas penser non plus à ma conduite exemplaire, durant toute la journée. Dès le matin, je m'étais sentie rongée par une sorte de trouble surprenant. Il me sembla soudain que moi, le solitaire, ils m'abandonnaient tous, oui, tous, se détournaient de moi. Ici, certes, chacun est en droit de poser une question. Qui sont-ils donc, ces tous? Parce que voici 8 ans que j'habite à Pétersbourg, et je n'ai su m'y faire presque aucune relation. Mais qu'ai-je à faire des relations? Je connais déjà tout Pétersbourg. Voilà pourquoi j'ai l'impression qu'ils m'abandonnaient tous contre Pétersbourg, comme un seul homme se leva tout entier pour gagner brusquement ces maisons de campagne. Je fus pris de frayeur à l'idée de rester seul et gérer dans la ville 3 jours durant, dans un trouble profond, sans rien comprendre à ce qui m'arrivait. Allais-je sur le Nevski? Allais-je au jardin? Irais-je le long des quais? Aucun de ces visages que j'avais coutume de retrouver au même endroit à telle heure, toute l'année. Ils ne me connaissaient pas, bien sûr, mais moi, je les connais. Je les connais de près, j'ai presque fait l'étude de leurs expressions. Je les admire quand ils sont gais, je me sens triste quand ils s'embrument. Je suis devenue presque un ami du petit vieux que je rencontre chaque jour, que Dieu fait à une heure précise sur la Fontinka. Une expression fort grave, méditative, il grommelle toujours dans sa barbe et agite le bras gauche, le tout en tenant dans la main droite une longue canne noueuse à pommeau doré. Même, il m'a remarqué, et je crois, que nos âmes se répondent. Si par exemple je ne venais pas, à l'heure précise, à cet endroit de la Fontanka, je suis persuadée qu'il se sentirait triste. Voilà pourquoi de temps en temps nous nous faisons un signe de la tête, surtout lorsque nous sommes de bonne humeur. Tout à l'heure, cela faisait 2 jours que nous ne nous étions pas vus. Nous nous retrouvions au 3e, nous avions déjà même voulu saisir nos chapeaux, mais nous nous sommes réveillés à temps, avons baissé le bras et sommes passés l'un près de l'autre, avec compréhension. Je connais même les maisons. Durant mes promenades, chacune semble courir au-devant de moi, elle me regarde de toutes ses fenêtres et me dit presque: bonjour monsieur, comment vous portez-vous? Moi aussi, Dieu merci, ça va, à part qu'en mai, on m'ajoute un étage. Ou bien, comment vous portez-vous? Moi, demain, on me met en travaux, ou bien, j'ai failli brûler, quelle peur je me suis faite, etc. J'ai parmi elles mes préférées, des camarades proches, l'une d'elles a l'intention de faire une cure cet été, auprès de l'architecte. Je passerai la voir exprès chaque jour pour que le remède ne soit pas pire que le mal. Dieu me préserve. Mais jamais je n'oublierai l'histoire de cette maison, toute petite, toute mignonne, rose clair. C'était une maison de pierre,
toute tellement jolie. Elle me regardait avec tant de gentillesse, elle regardait avec tant de fierté ces patotes de voisines que j'avais le corps en fait, quand il m'arrivait de passer devant elle. Soudain, la semaine dernière, j'emprunte cette rue, je regarde mon ami et j'entends son cri de désespoir. Il me repeigne un homme, monstre, vandale. Il n'eut pitié de rien, ni des colonnes, ni des corniches. Et mon ami devint toute jaune comme un canari. Je me sentis presque inondée de bile à ce moment. Et, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu la force d'aller revoir ma malheureuse défigurée, repeinte aux couleurs de l'Empire du Milieu. Vous comprenez ainsi, lecteur, de quelle façon je connais toute la ville de Pétersbourg. Je vais rester là pour dire déjà des petites choses. On est dans quelque chose qui pourrait être, qui revient à complètement d'abord définir le temps, puis l'espace et la relation du narrateur à ce chronotemps, à cet ensemble d'espace-temps. Ça c'est du Bakhtin. C'était une nuit de conte, ami lecteur, une de ces nuits. On est dans ce que Éric Bordas appelle l'exoforme mémorielle de notoriété, c'est-à-dire la forme une de C, enfin qui passe notamment par cette forme une de C. L'exophore, c'est une façon de faire référence à quelque chose d'extérieur au texte, mais qui va appeler à une connivence, à un souvenir commun au lecteur, et ce souvenir supposé commun, et donc il est mémoriel, un souvenir de notoriété supposé commun, notoriété commune. On suppose que c'est notoire. Une de ces nuits qui ne peuvent survenir guère que dans notre jeunesse. Donc là, on a plein de choses, notamment l'annonce immédiate de cette espèce de jeunesse. La connivence affichée, elle va se retrouver dans cette ami lecteur, les adresses, les cacholeries même du narrateur à ce lecteur, donc plutôt supposé masculin, mais ça c'est du grand classique hein, en littérature. C'était une nuit de conte. Ça va pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Une nuit de conte ne nous dit pas si nous sommes en réel ou en fiction, en littérature, ou en réalité. Ou si il n'y aurait pas quelque chose d'un peu poreux, d'un peu métaleptique peut-être, en tout cas de pas tout à fait étrange, entre ces deux mots, puisque finalement, la littérature permet de qualifier le réel en exoforme humain de notoriété, donc d'une connivence commune, exactement comme à mon avis l'intertexte à côté duquel je passe, mais on va essayer de voir probablement d'autres choses. Donc une de ces nuits qui ne peuvent guère survenir que dans notre jeunesse va nous amener à une forme d'exceptionnalité liée à cette période de la vie, et une exceptionnalité plutôt passée, ou du moins mise à distance par la forme une de ces qui va typifier, catégoriser ce dont on parle. Donc qui permet aussi de partager une expérience commune. Et donc, du ciel surgit une réflexion métaphysique. Le ciel était si étoilé, le ciel était si clair, donc hop, les répétitions vont nous amener sur cette espèce de voix de comptoir. Pas exactement orale, on n'est pas dans une conversation, on est dans la narration contée. Pas dans un récit, dans un conte à ce niveau-là. Par cette répétition et aussi l'adverbe d'intensité, le si. Si étoilé, alors là qui va entraîner la complétive, hein, que lorsque vous leviez les yeux vers lui, comme si vous, en tant que lectrice, vous êtes dans l'expérience, vous ne pouviez sans émouvoir que vous demander. Et donc, hop, la restrictive nous amène à passer du physique au métaphysique, ou du physique à la métaphysique. Le ciel amène à cette pensée, donc, de toutes sortes de gens méchants et capricieux, question bien jeune aussi, donc, on nous annonce une forme d'immaturité peut-être, émotionnelle, d'une intensité, en tout cas quelque chose dont, avec qui va être à la fois raconté et mis à distance, pas du tout comme dans les romans libertins, type Les Égarements du cœur et de l'esprit, où on se moque, gentiment et c'est un prétexte, mais on se moque quand même, de la naïveté du personnage jeune raconté par le narrateur âgé, donc par exemple M. Melcourt, Les Égarements du cœur et de l'esprit de Crébillon-Fils, mais là, davantage, on a je vois plus quelque chose de l'ordre de la nostalgie un peu amusée sur cette jeunesse, et en tout cas un détachement, une mise à distance, peut-être aussi épistémique d'un point de vue des savoirs,
des questions qu'on se pose, voire de ce qui peut être vécu. Et donc, ne serait-ce que ce passage du physique au métaphysique montre une propension au zoologique. Et puis ce Dieu vous l'inspirez le plus souvent possible, quand bien même, donc, il y a cet écart, il s'agirait de garder non pas une âme d'enfant, ce serait exagéré, mais cet étonnement face au mal, et on va noter un glissement de gens méchants et capricieux à messieurs méchants et capricieux, vers une masculinité, comme si les femmes n'étaient pas touchées elles-mêmes par le mal, si le mal était chose virile. Donc, le narrateur lui-même est exempt, peut-être en raison de sa jeunesse, peut-être en raison de sa sentimentalité, ou peut-être n'est-il pas. Ça va dépendre de comment on lit le texte. En tout cas, l'affichage d'exemplarité peut questionner. S'agit-il vraiment d'un récit moral? Est-il moral que de se dire moral et d'affirmer qu'on a une conduite exemplaire? Est-on fiable? Et le reste du récit va prouver que peut-être pas tant que ça. Est-il un narrateur capable d'étoffer, de dire, d'apporter une forme de jugement, de sagesse, notamment sur ces questions finalement eschatologiques, de la fin du monde. Alors pas eschatologique, mais celle, la question du mal dans le monde, c'est le monde va pas me revenir. Trop de voitures dans les pattes. Je me conduisais pas. Je me console les papiers. Et avec voilà, cette espèce de coq à l'âne, il me dit en parlant, tata, on arrive à autre chose. Enfin, c'est une cheville que je ne trouve pas très à droite et qui est très très usée. Récemment, c'est la cheville des stand-up. Hein. Et au fait, ça me rappelle un truc. Si c'est l'enchaînement de sketch ne se base que sur au fait, ça me rappelle, c'est pas chez quelqu'un qui écrit très bien. C'est pas ce que je dis de Dostoïevski. Là, je pense que l'intérêt ici est quand même dans ses enchâssements et que le fait même d'avoir une cheville pas extrêmement à droite nous dit quelque chose du personnage. Plus que de l'auteur. Et donc retour donc sur ce matin et ce sentiment de dérédiction, en tout cas humaine, par cet abandon de tous et de tout, et puis même du monde, ce qui nous amène à quelque chose qui n'est pas exactement de l'érotomanie, mais qui n'est pas complètement carré, quoi, qui n'est pas 100% logique dans cette croyance d'une connivence du monde avec ce solitaire et cette impossibilité d'avoir noué des relations en 8 ans. C'est tout à fait l'inverse du roman du jeune premier qui, certes, va connaître des difficultés, mais aura souvent un acolyte, un mentor, voilà, peut-être de romans plus ouest-européens, mais je sais moins pour le cas russe, mais et qui va avoir comme ça des amitiés assez nombreuses. Là, on n'y est pas du tout. Mais ce qu'on a, c'est une espèce de prosopopée qui va s'affirmer de plus en plus de la ville et de ces maisons qui vont donc parler. D'abord, ce sont des hommes qui vont, des personnes, des hommes essentiellement qui vont parler, jusqu'à ce vieux qui manque de le saluer et qui serait triste de ne pas le voir. Mais comment peut-il le savoir? Ça n'a aucun sens. Il ne peut pas le savoir. Il peut l'imaginer, alors peut-être a-t-il raison. Mais quand bien même il aurait raison, il aurait par exemple cette finesse et cet acte, quelque chose de deviné. Est-ce qu'on peut aller jusque-là au niveau des maisons? Est-ce que c'est quelque chose qui échapperait au monde normal, au monde plus standard et logique et des lectrices? Est-ce que c'est ce monde-là dans lequel les maisons peuvent parler? Après tout, pourquoi pas, puisqu'on est dans une nuit de conte? Ou est-ce qu'on est face à un narrateur qui n'est pas tout à fait dans le monde, mais un peu en lui-même? Voire, est-ce qu'on est dans un cas de narrateur fou? Je pense que ce qui est intéressant, ça n'est pas de conclure, et de montrer en fait comment les choses vont se construire. Et donc, voilà, ce malaise, donc c'est ces espèces voilà. Et on peut même noter comment le personnage, face à la cure d'architecte, annonce qu'il va passer tous les jours pour préserver une maison, comment une autre qui aura été peinte n'aura absolument pas été sauvée, aura même été abandonnée à son triste sort, évidemment qu'il ne pouvait rien faire.
il y a même une contradiction interne en fait, dans son discours entre le rôle de chevalier servant qu'il se prépare à jouer pour une maison et notre maison totalement abandonnée à sa jeunisse. Ce qui n'est pas sans me rappeler cette phrase incroyable de voir à Pécuchet, bien postérieure, il voyait tout en noir puisqu'il y avait une jeunesse. Donc on a, dans cette inquiétude qu'il a rongée durant 3 jours entiers, et donc j'aime énormément les présents choisis en traduction, là je suis sûre que c'est un choix de traduction assez récent, il m'a remarqué, etc., qui donc vont faire osciller le récit vers du discours en permanence, et donc on a des strates temporelles qui ne sont pas tout à fait présentes, donc ça je ne sais pas du tout si c'est un effet de traduction ou un effet du russe, hein, peut-être que vous me direz en commentaire, mais j'ai vraiment la sensation, Dieu l'en préserve, où est-ce que je l'ai noté? Durant mes promenades, chacune semble courir au-devant de moi, elle me regarde, etc. Allège, suivant le data, allège, allège. Donc là, on a un passage qui est d'imparfait et de passé. Donc je fus pris de frayeur, géré dans la ville, là c'est un passé simple, à ce qui m'arrivait imparfait. Allège, sur Nesky, on pourrait être sur des imparfaits, mais en fait, l'inversion sujet-verbe ici va permettre d'avoir une forme hypothétique de récurrence. Aucun de ces visages que j'avais coutume de retrouver, etc. Donc là, on est encore à un imparfait, mais nié. Ils ne me connaissent pas, bien sûr, mais moi, je les connais. Et là, on est au présent. Et donc, voilà, ce qui a l'air d'être un récit qui appartient au passé, mais systématiquement, dans la situation, va bien percer la situation d'énonciation. Donc c'est ça aussi qui fait que la fiabilité du narrateur ne fonctionne pas vraiment. Est instable, sans qu'on soit complètement dans un narrateur non fiable, dans une narration non fiable. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite. Alors je vais juste faire des petits éléments un peu structurels et expliquer un peu ce que racontent les Nuits Blanches, qui m'ont beaucoup plu. Les Nuits Blanches racontent 4 nuits, première, deuxième, troisième, quatrième, et un matin. Donc on peut avoir quelque chose de séquencé, un peu comme une tragédie ou une comédie, enfin quelque chose un peu théâtral. Et ça doit pouvoir être mis en scène, puisque en fait on a quand même beaucoup de dialogues et des récits, puisque le narrateur rencontre une jeune femme éplorée. Et ils vont commencer à discuter. Cette jeune femme est amoureuse d'un homme qui a été le locataire de sa grand-mère. Elle est, pour ainsi dire, séquestrée, ou en tout cas largement surveillée par sa grand-mère. Elle attend de revoir ce locataire dont elle est amoureuse et qui lui a déclaré son amour un an avant. Ils ont prévu de se revoir et ils ne se retrouvent pas. Et elle est désespérée quand le narrateur la rencontre et voilà, la sauve. Ils se revoient progressivement en se déclarant une amitié, très forte et très intense, justement en raison du fait que le narrateur n'est pas amoureux d'elle. Évidemment, c'est comme un fusil de Tchekhov qui doit être passé derrière ça. Cette annonce nous dit bien que le narrateur est amoureux, et là, il y a quelque chose qui est largement cousu de fil blanc. On est dans un roman sentimental, et je parlerai de la fin ensuite. Et donc, en fait, la jeune femme finit par elle aussi tomber amoureuse de ce personnage, de ce narrateur. Et ils se retrouvent comme ça, nuit après nuit. Voilà, on va raconter la fin tout de suite. Ils finissent par croiser finalement le locataire par hasard dans les rues. Elle le rejoint et pour le dernier matin, l'invite à leur mariage. En lui déclarant une grande amitié, en le remerciant de son amitié et de sa très grande amitié, et lui-même se félicite de se réjouit de cette félicité extrêmement courte, de cet amour absolu qu'il a pu connaître de manière efficace. C'est donc magnifique. C'est absolument très beau, c'est un amour gratuit, pour ainsi dire, pratiquement toujours caché, qui se tient en réserve, c'est absolument sublime. Est-ce que c'est réaliste? Je ne dis pas que ça n'arrive ou que ça n'arrive pas, je pense que ça peut tout à fait arriver, mais en même temps, c'est un récit, on l'a vu, avec une narration pas tout à fait fiable. Ça. Et donc ce roman très sentimental dans une narration peu fiable peut, je dire,
Est-ce que c'est qu'il se réveille de ces différentes nuits blanches de plus en plus délirantes dans le délire romanesque, dans cette espèce d'absolu sentimentalisme, et il arriverait à quelque chose d'assez réaliste qui serait des déclarations amicales avec une espèce soit de véritable réjouissance morale de quelqu'un de très moral, soit de pirouette pour retomber sur ses pieds et rester dans la même exemplarité morale que celle qui était revendiquée au début du roman. Possible. Possible aussi, alors là je l'ai lu, ce qui m'a beaucoup fait rire dans ce roman, tout en étant sentimental, ça n'a pas contredit, c'est à quel point aussi je l'ai lu comme le roman d'un incel, donc d'un, on devrait dire, je ne sais plus quels sont les termes préconisés notamment par Stéphanie Lamy, mais donc d'un célibataire involontaire, parce qu'en fait on retrouve plein de motifs topiques de manière extrêmement anachronique, hein. Mais de l'amour impossible, non réciproque, de ce qu'on peut appeler la friendzone, c'est-à-dire elle l'enferme dans quelque chose d'amical, puis finalement cette jeune femme très pauvre, et puis ils vont trouver alors elle n'est pas très riche non plus, mais ils peuvent trouver à s'en sortir, et donc en fait elle n'a pas tellement de ressources autres que lui, donc même s'il n'est pas très riche, on peut considérer qu'elle vient aussi profiter de ses ressources matérielles, avec ou sans sentimentalisme, ou sans sentiment de sa part. Si vous êtes vraiment un incel, vous penserez qu'elle est complètement hypocrite, et sa volte-face irait de ce côté-là, et elle peut, voilà, elle va en fait vraiment le friendzonner, elle le renferme dans une amitié, alors même qu'elle sait qu'il est amoureux, parce que ça a été une façon d'avoir un bouche-trou, un confident, un protecteur, à un moment difficile de sa vie, sans véritable pensée pour ce jeune homme qu'elle a croisé la nuit, pour cet homme qu'elle a croisé la nuit. Puis ça fait 8 ans qu'elle a pas, il n'est pas si jeune. Il n'est peut-être pas si vieux non plus, mais bon, là aussi sur sa jeunesse, peut-être qu'on peut y réfléchir. Et d'ailleurs, ça c'est une autre réflexion de ce petit roman, de cette grosse nouvelle, c'est de savoir s'il y a ou non une jeunesse. Est-ce qu'il appartient à un temps de jeunesse potentiellement naïve, ou est-ce qu'il est déjà, comme sa servante Matriona, du côté d'une forme d'une certaine vieillesse et d'une solitude de la vieillesse. Et ça, ce motif aussi donc, de la vieille fille servante, dans cet ensemble, c'est quelque chose qui peut participer à la mise en place d'un ensemble de topoi virilistes et masculinistes, en tout cas, qui vise qui entre dans une espèce de contrainte à l'hétérosexualité prise comme un régime politique. En tout cas, qui vont entrer dans un répertoire sexiste, renouvelé à l'époque. Et étonnamment actuel aujourd'hui. Voilà. Vraiment quelque chose de réactivé, et bien sûr que friendzone c'est pas dans le texte, mais on peut vraiment avoir cette lecture masculiniste de ce texte. Et en même temps, on peut voir une lecture masculiniste d'un homme donc, qui croirait vraiment à cet amour, et qui en serait dupé, mais qui serait complètement moqué, non pas par le narrateur, puisque le narrateur c'est lui-même, mais par le dispositif global de ce roman. Puisqu'on l'a vu, le narrateur n'est pas fiable, et lui-même se serait laissé duper non pas par la jeune fille, mais par ses propres espérances. Et on peut encore se dire, peut-être qu'il n'a rien vu du tout, qu'il a parlé à une femme qui était même pas une jeune fille aussi exemplaire, en tout cas pas mal de choses sont quand même très étonnantes dans le discours de cette jeune femme, Nasanka. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas décider. Et je crois que c'est vraiment dans cette indécidabilité qui, à mon avis, ouvre toutes les pistes en même temps et n'enferme aucune, que se réside l'intérêt du texte. Et en même temps, j'y ai vu quand même aussi un récit de jeunesse de voilà, qu'est-ce qui se passe s'il y a ça, on va le raconter, et donc avec peut-être quelques chevilles narratives moins intéressantes. J'ai relevé tout à l'heure cette espèce de pas-propos, c'était pas à propos, c'était bien mieux écrit si ce n'est traduit, ou traduit si ce n'est écrit. Donc là, il y a quelque chose comme ça que je décide pas, j'en fais pas du tout un texte féministe, ça me paraît pas du tout à propos. Et puis, bien sûr qu'on peut faire une lecture dénonçant une forme de masculinisme, sans politique, hein, là, plutôt pour se moquer de ce jeune homme et de ses illusions. Donc est-ce que c'est un récit sur la fin d'illusions ou la poursuite d'autres illusions?
Est-ce que c'est un exercice de style pour un romancier qui est en train de se lancer en carrière? Je pense. En tout cas, la fin elle-même tire le récit vers... donc, là, on est dans un spoiler absolu, hein, de divulgachage le plus total, tire la fin elle-même vers cette impossibilité de trancher, puisque la résolution n'arrive pas réellement à la résolution de « oh ben finalement c'est très bien comme ça et je suis très heureux pour un moment ». Est-ce qu'elle est absolument sublime ou est-ce qu'elle est concon? Ou est-ce que c'est un artifice parce qu'il fallait bien boucler le récit et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que c'est une forme de fin ouverte ou est-ce que c'est... J'ai pas de réponse à ça. Est-ce que c'est une façon de préserver les rêves de jeunesse ou d'expliquer comment on devient un vieux garçon, potentiellement aigri? Je sais pas. Vous me direz? Et je vous dis à bientôt.